Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment rajouter des éléments dans un grand paysage que vous avez peint, que vous avez recopié en plein air ou sur une photo. Et pour pouvoir donner en fait de la vie à votre peinture, créer une histoire dedans, ça moi j'aime beaucoup. Et puis aussi pouvoir fixer l'échelle des éléments que vous avez fait, parce que si vous faites un très grand nuage ou bien une montagne et qu'il n'y a pas vraiment d'échelle, ben, en fait on ne sait pas si c'est grand ou petit. Alors que si à côté vous mettez une maison, un arbre ou une vache, et ben ça va aider à comprendre l'échelle des choses et voir que votre montagne est gigantesque ou que votre château est tout petit ou inversement. Mais faire ça dans un paysage, c'est assez compliqué parce que c'est pas comme dans une architecture où il y a des lignes de fuite qui donnent une proportion très précise entre les différents éléments en fonction de la distance avec l'orientation et tout ça. Donc dans un grand paysage, comme on peut voir ici, un paysage plutôt naturel, en fait, il n'y a pas vraiment de ligne de fuite et tout ça, donc c'est compliqué de placer les objets, de voir leur orientation, leur taille et puis après leur couleur et leur valeur. Du coup, on va voir ça ensemble dans cette vidéo pour essayer de vous aider à comprendre comment placer des objets dans votre peinture et réussir du premier coup pour pas gâcher un joli paysage. Donc pour commencer, on va parler de la taille et de l'orientation de l'objet, donc d'un point de vue purement géométrique, comment se place l'objet. Moi ici dans cette peinture, vous pouvez voir que juste ici, là j'ai fait un petit château, en fait j'avais envie de rajouter un gros élément. Du coup j'ai rajouté un château et après un petit peu perdu dans les champs, là j'ai fait quelques maisons, quelques fermes et puis des vaches. Et du coup on va s'appuyer sur ces trois éléments-là pour voir un petit peu comment déterminer la taille et l'orientation des objets. Donc tout d'abord au niveau de la taille, en fait ça va être déterminé par la distance à laquelle vous êtes de l'objet. Exactement comme si vous aviez des lignes de fuite, bah, si l'objet est très proche, il va être très grand, et puis après, au fur et à mesure, il devient de plus en plus petit jusqu'à être un point quand il est au niveau de la ligne d'horizon. Donc ça vous donne une idée de l'échelle. Sauf qu'ici, en fait, comme on n'a pas vraiment d'éléments de référence pour faire des lignes de fuite, parce qu'il n'y a aucune géométrie, et ben en fait, il faut le faire en comparaison avec d'autres choses. Par exemple, ici, vous pouvez voir que j'ai fait des champs. En fait, c'est les taches plus claires par rapport à la forêt qui est plus foncée. Et on peut se dire qu'un champ, c'est environ 50-100 mètres de long. Du coup, ça veut dire que les champs ici, on va dire qu'ils font 50 mètres de large. Et du coup, ça me permet de calquer sur cette échelle-là mes arbres. Vous pouvez voir que j'ai fait des arbres tout autour des champs. Et bien ça, en fait, je les ai fait en fonction de ça. C'est-à-dire qu'un arbre, c'est environ 1 mètre de distance en largeur. Et puis le double ou le triple en hauteur. On va dire que c'est des arbres pris comme ça, qui font 2 mètres par 1. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que j'en mette environ 50 le long de mon champ. Du coup, ça, c'est pas très précis. En fait, j'ai fait la largeur de mon pinceau, mais grosso modo, il y en a une cinquantaine autour d'un champ pour correspondre aux 50 mètres de la taille d'un champ pour avoir la bonne échelle. Et ensuite, pour faire mes maisons, bah, je me suis dit qu'une maison, c'était environ 5, juste entre 5 et 10 mètres de long. Du coup, je lui ai fait la taille d'une longueur de 5 à 10 arbres. Donc ça, j'ai fait les différentes fermes un petit peu partout. Et puis pour le château, je me suis dit que c'était environ la taille de tout un champ. On va faire un grand château qui fait 50 mètres de long. Et du coup, je lui ai fait prendre toute la taille d'un champ. Et puis j'ai fait attention à ce qu'il soit plus long que haut, parce que sinon ça va faire une impression bizarre. Donc il fait environ 50 mètres de long et puis on fait environ 20 mètres de hauteur. Donc il va faire 20 fois la hauteur de la largeur d'un arbre. Et pour voir que comme ça, en mettant les relations d'un élément connu, donc ici c'est la taille du champ, et ensuite en le séparant en plus petits éléments, donc d'abord j'ai fait les arbres, ensuite les maisons, ensuite le château, puis après c'est le même mécanisme pour les vaches, en fait j'ai juste fait un petit point, puisqu'une vache c'est environ la même largeur qu'un arbre, on va dire, c'est environ 1,50 m, et du coup j'ai juste fait des petits points avec mon pinceau, parce que j'avais pas détaillé les pattes et tout ça, ça aurait été beaucoup trop brouillon à faire. Donc vous pouvez voir que quand il n'y a pas de ligne de fuite comme dans un paysage comme ça, en fait il suffit de se repérer sur un élément que vous avez peint. Ça peut être un champ, mais ça peut être aussi, par exemple, vous faites un très très grand nuage, vous voulez qu'il fasse 4 km de largeur. Bah, du coup, si votre nuage est si grand que ça, bah, vos arbres ils vont être absolument minuscules et vos maisons aussi, pour que ça donne une idée par rapport au nuage, que votre maison est si petite que le nuage est vraiment énorme. Et de la même façon, vous pouvez voir que la montagne derrière là, si j'avais voulu la faire très grande, bah, j'aurais pu mettre un nuage tout petit à côté comme j'ai fait là, du coup elle paraît énorme. Alors que si j'avais fait un gros nuage autour, bah, elle aurait paru beaucoup plus petit. Donc vous pouvez voir que tout est rapport d'échelle entre les choses. C'est exactement comme sur certaines photos d'objets archéologiques et tout ça. Ils mettent à côté une pièce de 2 euros pour donner l'échelle. En fait, ça permet de savoir par rapport à cet objet qui est connu tout le monde, qui fait environ 2 cm de large, et ben, la taille de l'objet à côté. Et ensuite, pour ce qui est de l'orientation, c'est un point un petit peu plus compliqué parce que ça va dépendre du point de vue. Si vous êtes dans une peinture qui est vue à la première personne, c'est-à-dire que vous la représentez comme si c'était quelqu'un qui regardait la peinture, pouvez-vous savoir que la ligne d'horizon du coup est pile à environ 1,60 m, 1,80 m, enfin la taille d'une personne parce qu'elle va être au niveau des yeux. Et du coup ça vous donne une première échelle. Vous savez que la ligne d'horizon est environ à 2 mètres. Et du coup, bah, par exemple, un arbre, il va paraître de la même taille, une maison un peu plus grande, la montagne est beaucoup plus grande, un nuage plus grand. Enfin voilà, ça vous permet de mettre une première échelle que la ligne d'horizon est à 2 mètres. Alors qu'ici,
Comme j'ai fait un point de vue où en fait on le voit plus de au-dessus, en fait un petit peu comme un oiseau, et ben en fait là il n'y aura pas ce repère-là, il n'existe pas. Pour l'orientation, ce qui est important de voir, c'est si on voit depuis au-dessus ou en dessous de l'objet, suivant sa taille en fait. Ça va donner les points importants pour tracer la perspective d'un bâtiment ou d'un personnage, voir si on voit depuis au-dessus de sa tête ou bien si on le voit d'en dessous. Ça c'est très important. Et après l'angle précis, en fait, il faut arriver à jouer entre les choses, mais attention, c'est pas évident à faire. Mais cet élément de voir par au-dessus ou par en dessous joue beaucoup là-dessus. Et c'est ce qui va vraiment faire qu'on a la 3D de l'objet. Parce que si vous faites un objet où vous le représentez comme si on le voyait d'en dessous, alors qu'en fait sur le paysage on le voit d'au-dessus, comme ici le château, ça va faire un petit effet bizarre et ça sera un petit peu raté. Donc pour l'échelle des choses, leur taille et leur orientation, la taille, il faut se repérer par rapport à d'autres éléments du décor. Donc soit la ligne d'horizon si vous faites un tableau vu à la première personne, soit d'autres éléments du décor comme ici les champs, les arbres et les maisons. Et puis après, pour l'orientation, il faut faire attention depuis où vous le voyez, depuis au-dessus ou en dessous, c'est vraiment très important. Et puis après, pour la finesse, en fait, il faut s'accorder par rapport au reste du décor. Maintenant, on va parler de la valeur de l'objet que vous allez représenter au milieu de votre paysage pour créer une petite histoire, pour rajouter des détails ou bien juste pour donner l'échelle des objets. En fait, pour la valeur, il faut voir que l'objet, comme il se place au milieu d'un décor, il va globalement avoir la même valeur que le décor autour, sauf dans deux cas, qui sont s'il est en contre-jour, et ben dans ce cas-là, il paraîtra beaucoup plus foncé que le décor autour, ou alors s'il est très éclairé par le soleil parce qu'il dépasse et du coup il se prend tout le rayon de soleil, et ben là il va paraître beaucoup plus clair. Donc à part dans ces deux cas-là, sinon il va globalement avoir la même valeur que autour parce qu'il va recevoir la même lumière, ça va à peu près être la même chose. Donc vous pouvez voir que mon château ici, il est ni en contre-jour ni trop frappé par la lumière, enfin un petit peu quand même mais pas beaucoup, vu de loin. Et du coup il a globalement la même valeur, vous pouvez voir qu'en fait vu de loin ici on ne voit pas beaucoup, alors que vu de près en fait j'ai fait pas mal de petites nuances dessus. Ensuite, pour la valeur, il faut faire attention à la perspective atmosphérique dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Mais ça, en fait, ça revient un petit peu à mettre la même valeur que autour. C'est-à-dire que là, comme j'ai fait le château au premier plan, et ben on voit assez bien les couleurs et tout ça, il paraît assez vif parce que le décor autour est de la même couleur, en fait. Alors que si je l'avais fait juste derrière, là, dans les nuages, bah forcément, il aurait paru beaucoup plus clair. Et en fait, on n'aurait pas vu grand-chose du château. C'est pour ça que je l'ai fait au premier plan. Mais vous voyez qu'en fait, la perspective atmosphérique, si vous faites la même valeur que ce qu'il y a autour, c'est déjà assez cohérent. Sauf si vous faites quelque chose de vraiment très très grand ou très large par exemple. Et enfin, un point important, comme ici j'ai fait quelque chose d'architectural, en fait, c'est plutôt des cubes ou des ronds, enfin quelque chose d'assez anguleux par rapport au décor qui est autour, qui est plutôt quelque chose de très très plat, avec des grandes bosses, mais plutôt plat parce qu'on a un paysage. Et du coup, comme c'est quelque chose de plutôt anguleux, en fait, il va y avoir des contrastes plus forts que sur le paysage d'à côté. Parce que par exemple, si j'ai un coin, et ben, la partie à la lumière va être très claire et la partie à l'ombre va être très foncée. C'est pour ça que sur les tours ou bien sur la maison, en fait, on a quelque chose d'assez flash au niveau des contrastes, surtout qu'il y a le rayon de lumière qui arrive depuis la droite, et du coup, on a quelque chose de plus contrasté que le paysage autour, même si on a globalement la même valeur. C'est-à-dire que de loin, on va avoir quelque chose de la même valeur, mais de près, on va avoir des contrastes un petit peu plus francs avec plus de blanc et plus de noir à certains endroits, parce que c'est de la géométrie. C'est pareil pour les petites maisons que j'ai fait autour, mais pour les vaches, par exemple, j'ai fait la même valeur que autour, j'ai juste changé la couleur mais il n'y a pas vraiment de contraste parce que c'est tellement petit qu'en fait on ne les voit pas et ça aurait été trop brouillon à faire. Et enfin, dernier point important pour représenter un objet, une fois que vous avez défini sa taille, son orientation et sa valeur, maintenant il faut choisir sa couleur. Alors tout d'abord, il faut savoir de quelle couleur est l'objet si vous aviez le nez dessus, quoi, si c'est un toit qui est rouge ou bien marron, si c'est un mur jaune ou vert, enfin voilà, il faut définir sa couleur brute comme si vous étiez juste devant. Et ensuite, avec la distance, l'orientation, la lumière et la vapeur de la perspective atmosphérique, cette couleur va changer. Et c'est ça qui est très compliqué à savoir, c'est l'influence de tous les éléments extérieurs sur cette couleur. Par exemple, si un mur bleu est en plein soleil, bah, va peut-être paraître blanc ou jaune, alors que si vous étiez dessus, bah, il serait bleu. Et puis les effets de la perspective atmosphérique aussi qui vont éclaircir et bleuir toutes les couleurs, ça c'est quelque chose d'assez important. C'est pour ça que faire un élément comme ça, avec des couleurs vives, c'est assez compliqué, ou alors il faut mieux avoir une référence photo ou avoir pas mal d'habitude de les peindre parce que ça va être compliqué de connaître l'effet de la lumière et de tous les autres trucs sur les couleurs. C'est vrai que moi, quand je fais un objet comme ça, je préfère faire des couleurs assez basiques. Donc là, vous voyez que sur le château, j'ai fait des murs beige en fait, et puis un toit en ardoise plutôt bleu. Et ça, je l'ai déjà peint et je sais un petit peu les influences. Par exemple, quand ça va être à l'ombre, bah, ça va faire quelque chose de plutôt marron et bleu. Alors que quand c'est en plein soleil, ça va faire quelque chose de plus clair et un petit peu jaune avec le soleil. Et puis pour le toit, ça va être gris clair au soleil et puis gris très foncé bleu quand c'est à l'ombre. En fait, sur les objets lointains comme ça, il faut un petit peu forcer l'influence des contrastes, c'est-à-dire que dans l'ombre, il faut faire quelque chose d'assez bleu, et puis à la lumière, quelque chose d'assez jaune. Il faut forcer les contrastes comme ça pour avoir quelque chose d'assez puissant et qui se voit bien de loin,
Parce que comme c'est des objets assez petits, si vous essayez de faire des nuances très très fines, en fait, on verra rien, ce sera assez plat. Du coup, il faut forcer un petit peu les contrastes sans en faire trop non plus, mais forcer un petit peu pour qu'on les voit de loin. Et puis après, il faut faire attention à avoir quelque chose de cohérent quand même, parce que comme c'est loin, on va pas avoir quelque chose de très très contrasté non plus. Mais du coup, suivant l'objet que vous faites, il faut déterminer sa couleur réelle, on va dire, et après réfléchir à toute l'influence de la lumière, de la perspective atmosphérique, des ombres, et puis du décor qui est autour sur cet objet-là. Et en choisissant toutes ces couleurs, il faut faire attention à l'harmonie des couleurs dans votre peinture. C'est-à-dire que vous pouvez faire un objet qui est artificiel, par exemple, je ne sais pas, vous faites une maison qui est rouge là en plein milieu du décor, ça peut être tout à fait faisable, mais il faut faire attention au rouge que vous choisissez parce qu'en fonction de la couleur, ça peut trop détonner par rapport au reste et du coup faire un élément trop central dans votre peinture. Donc ça peut être un choix de faire un orange bien pétard ici pour qu'on sente la tension ici. Mais déjà ici, c'est pas cohérent parce que comme on voit de loin, on ne le verrait pas orange très pétard. Et puis en plus, ça peut être un petit peu décevant parce que du coup, ça va prendre toute l'attention de votre paysage, alors qu'ici, on est plus dans l'idée de rajouter des petits objets pour faire des détails de la vie et pouvoir se regarder le tableau de près, mais pas non plus prendre le pas sur le paysage parce que ça reste un tableau de paysage à première vue. Donc il faut faire attention à prendre une couleur qui est cohérente par rapport au reste. Alors le plus simple pour faire ça, c'est de garder une palette très réduite pour ne pas se tromper dans les couleurs. Avoir une palette avec 5 couleurs, ça suffit largement avec du marron, du bleu, du blanc, du jaune et du rouge. Avec ça, vous pouvez tout faire. Et puis après, essayez de prendre une couleur qui se rapproche de ce qu'il y a autour, mais en détonnant un tout petit peu. Par exemple, ici, pour faire le toit de mon château, j'ai fait un bleu foncé. Donc en fait, j'ai repris le même bleu qui m'a servi à faire les montagnes, donc avec du marron, du bleu et un petit peu de blanc. Et j'ai juste rajouté plus de bleu dedans pour qu'il fasse artificiel, mais sans qu'il détonne trop par rapport aux montagnes, parce que j'avais pas envie que ça fasse quelque chose de trop flash par rapport au reste du paysage. Donc voilà mes quelques conseils pour pouvoir ajouter facilement un objet dans un paysage. Je trouve ça hyper intéressant à faire une fois que vous avez fait votre grand paysage, que vous êtes plutôt satisfait de la forme, et ben de vous amuser à rajouter une petite histoire dedans pour que ce soit intéressant à regarder de près comme de loin, et puis après à créer votre imaginaire dedans, que ce soit des châteaux forts épiques, que ce soit des elfes ou n'importe quoi, on s'en fiche, tant que ça vous plaît et que vous vous amusez bien dedans. Puis comme ça, vous pouvez passer des heures à raconter une petite histoire dans votre tableau, je trouve ça hyper marrant à faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous aura intéressé, puis que ça vous aidera dans votre prochaine peinture. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne, et puis à la prochaine.